Bonjour chers amis et chères amies, et je vais donner à ma petite causerie d'aujourd'hui un nom qui ne vous dira pas grand-chose au départ, parce que je vais appeler ça mes 3 dernières journées. Voilà, Paul Jorion pense tout haut à ces 3 dernières journées. Mais il s'est passé un certain nombre de choses qui vont me donner un fil conducteur. Alors, la première de ces journées, vous avez vu, j'annonçais ça, j'ai été invité au titre d'expert en intelligence artificielle sur la question de l'intelligence artificielle et l'avenir de l'élevage. Alors, je suis arrivé à temps de ma petite province bretonne pour entendre la fin des exposés assez techniques dans la matinée. Mais l'après-midi, je faisais partie d'un panel qui a pris la plus grande partie de l'après-midi, où on a parlé d'intelligence artificielle, mais en rapport avec les questions pratiques d'utiliser ça dans l'agriculture, dans l'élevage, etc. Et je viens de lire sur la revue Terrestre une déclaration c'est une revue en ligne récente, une déclaration d'un groupe qui est allé interrompre un colloque je dirais, du même style que celui auquel j'ai participé il y a 3 jours, qui était là consacré à la robotique agricole. Et il y a une déclaration par ce groupe qui a interrompu pendant 45 minutes le déroulé des événements. Le ton du discours, c'est un discours du type que j'appellerais néoludite, de dire que l'agriculture, et c'est vrai, l'élevage, c'est un domaine où on pourrait créer des tas d'emplois très intéressants dans une transition vers un retour à une planète organisée en vue de la survie des êtres humains, plutôt que de la recherche pure du profit. La recherche pure du profit, c'est la thèse que je développe depuis un certain nombre d'années, étant contradictoire avec la survie de l'espèce. Bon, d'où le titre d'un de mes livres, se débarrasser du capitalisme est une question de survie. Le discours qui a été tenu par ces personnes est intéressant. C'est inspiré par une certaine réaction contre la technologie. Ça ressemble fort aux arguments de M. Ted Kaczynski, Unabomber, cette personne qui, il y a pas mal d'années, a tué un certain nombre de personnes et a fait chanter un certain nombre de journaux américains en les obligeant à publier son manifeste contre la technologie. Ce manifeste contre la technologie a des sources d'inspiration, je dirais du côté hippie, dans les travaux de Jacques Ellul. S'inspire de Madame Rachel Carson, qui avait dénoncé l'usage des pesticides et des insecticides il y a quelque temps. Si on avait écouté davantage Madame Carson, on n'en serait pas à dire, comme on le dit aujourd'hui, est-ce que les insectes auront disparu entièrement en 2050 ? Quelle autre source d'inspiration de Unabomber, Monsieur Schumacher, l'auteur de Small is Beautiful, ce qui est petit est mieux, un penseur d'inspiration keynésienne, il faut le souligner. J'avais participé, il y a quelques années, on m'avait fait participer là aussi à un colloque à la mémoire de M. Schumacher, et j'avais fait une contribution aussi dans ce sens-là. Je viens de regarder par curiosité qui d'autre on considère comme l'inspirateur de Kaczynski, Unabomber, et on attire l'attention sur le fait qu'il fait référence à certains des titres importants de la réflexion de Sigmund Freud, en particulier de Malaise dans la civilisation et l'avenir d'une illusion. C'est vrai. Ce qui m'a attiré aussi mon attention dans ce texte sur la revue Terrestre, c'est la manière dont les auteurs du texte ont semblé un peu désarçonnés, et ils le laissent transparaître par la réaction positive, encourageante de certaines personnes dans la salle, y compris des organisateurs de ce colloque sur la robotique dans l'agriculture, qui ont dit à ces interrupteurs
qu'on les aurait volontiers invités, qu'ils auraient eu le droit de parler comme tout le monde, qu'on les aurait écoutés avec attention, qu'il y avait une part de malentendu dans ce qu'ils dénoncent par rapport à ce qu'on essaye de faire. Et vous le savez, c'est l'ambiguïté que je souligne chaque fois que je parle du transhumanisme. Il y a dans l'évolution de la technologie, qui est simplement le processus, je dirais, qui a parfois allure de rouleau compresseur, il y a parfois simplement voilà, le déroulement de ce génie humain qui nous a fait inventer les outils et qui nous a fait inventer la machine. Mais il y a autre chose, il y a autre chose. Et c'est pour ça que je recommandais l'autre jour de distinguer clairement les choses quand on parle de lobby. On dit oui, les lobbies sont contre nous, et de la même manière, dans ce manifeste de personnes contre la robotique, il y a un mélange de considération, je dirais, par rapport à la technologie quand ces usages sont mauvais, et simplement des querelles que nous avons avec un certain nombre d'entreprises, parce que nous sommes en guerre avec ces entreprises, et qu'il vaudrait mieux dire carrément que nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens, nous sommes en guerre envers ces entreprises, plutôt que de parler en termes, je dirais, vagues du pouvoir des lobbies et des choses de cet ordre-là. Ça, c'était ma journée d'il y a 3 jours. Discussion après dans les couloirs très intéressantes sur des projets déjà en route, de connecter l'ensemble du cheptel français, de confier la gestion des choses avec les meilleures intentions du monde, de rendre le traitement des animaux plus humain par rapport à nous, de pouvoir sauver dans la minute un petit porcelet qui crie parce qu'il va être écrasé dans les minutes qui viennent, de pouvoir soigner une vache dans les minutes immédiatement, de ne pas attendre qu'on s'aperçoive 3 jours plus tard qu'elle était très malade parce qu'elle ne fait plus assez de lait, de voir dans l'immédiat que cette vache est malade et de la traiter, puisque nous finirons par la manger un jour de toute manière. Ça, c'est une autre question. Et il y a ce débat mené par Paul Ariès en ce moment, de savoir si les végans sont des gens qui sont simplement en lutte contre une activité légitime qui est celle de l'élevage. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, ça mérite en soi un petit exposé. Le jour suivant, avant-hier, réunion avec deuxième réunion de la classe de Madame d'Hautrep en 1952, de seconde réunion de ceux qui se sont trouvés dans la même classe d'école primaire en 1952, la première année où ils allaient véritablement à l'école. Et là, c'est toujours passionnant parce que, bien entendu, nous n'avons pas tous fait la même chose, parce que ça fait plaisir de nous revoir, ça nous fait plaisir de réfléchir quel était le nom du chien que nous avons offert à Madame d'Hautrep, parce qu'il se faisait qu'elle prenait justement sa retraite juste après nous avoir eu, nous, en CP. Eh bien, c'est Yuki. Bon, ça ne vous apprend pas grand-chose, mais on a retrouvé le nom quand même. Voilà, donc ça c'est le plaisir de confronter des vies dont il faut bien dire qu'elles s'achèvent. Entre la réunion d'aujourd'hui et la précédente, il y a, on a subi des pertes, mais enfin, ne nous attristons pas, ne nous attardons pas sur ça et ne nous attristons pas davantage. C'est des choses bien entendu qui vont arriver de plus en plus. Dans la journée d'avant-hier aussi, on a appris que M. Trump avait signé l'accord qui permettait de relancer, d'empêcher que le gouvernement soit à nouveau obligé de mettre la clé sous la porte, mais que parallèlement, il annonçait une urgence nationale. Alors il a annoncé l'état d'urgence, il déclarait l'état d'urgence sur la nécessité de construire une muraille entre les États-Unis et le Mexique. Et je vous ai déjà expliqué que cette muraille que c'est une histoire de cow-boys et d'Indiens, et que c'est essentiellement parce que ce sont essentiellement des populations amérindiennes qui essayent d'entrer en ce moment aux États-Unis, et que c'est une vieille histoire, et que M. Trump et ses amis, ils veulent pas de ça. Alors, vous avez peut-être vu aussi que Mme Ann Coulter, qui est une éditorialiste d'extrême droite sur la chaîne Fox News, qu'elle a dit à M.
à monsieur, à monsieur Trump et à l'attention de la nation, il n'y a un seul état d'urgence, c'est le fait que nous avons un idiot comme président. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça alors que, bon, elle a vraiment, je dirais, sur l'échiquier politique, elle est tout à fait du même avis que M. Trump, mais c'est parce qu'elle est convaincue qu'il s'est laissé tout à fait simplement berner, que son état d'urgence, on va lui interdire tout de suite. Alors lui, il l'avait prévu, il a dit oui, on va l'interdire une première fois, puis il y a une autre cour qui va encore l'interdire encore une fois de plus, mais finalement ça remontera à la Cour suprême, où il n'a pas dit comme ça, mais moi je vous le dis, mais il laissait entendre, où je viens de nommer deux types qui sont vraiment dans mon camp. Elle a dit non, 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 ça ne marchera pas votre truc, et simplement vous êtes laissé berner. Alors on pourrait dire que c'est ça l'événement aux États-Unis, en rapport avec M. Trump, mais en réalité non, non, non. Il y a des choses plus importantes qui se sont passées, parce que vous savez que moi je ne vous parle pas de la petite histoire, qui sont les déclarations, voilà, les déclarations de de Trump, les décisions qu'il prend, ses initiatives, comment on appelle ça, quand un président saute par-dessus les pouvoirs, le pouvoir législatif, c'est un nom, ça s'appelle, bon, ça me reviendra peut-être avant la fin, ça n'a pas d'importance, je continue. Parce que la chose importante par rapport aux États-Unis qui s'est passée dans la journée, c'est deux choses. C'est qu'on a appris que Mme Sarah Huckabee Sanders avait été auditionnée par la commission Mueller. Alors je vous rappelle, c'est le porte-parole officiel de la Maison-Blanche. Une personne à qui les commentateurs, depuis qu'il a pris son poste, lui ont dit si vous ne voulez pas trop d'ennuis un jour ou l'autre, il vaudrait mieux que vous démissionnez avant que ça se termine tragiquement, toute cette histoire. Et voilà, bon, je suppose que M. Mueller lui a rappelé qu'elle a dit telle et telle chose dans ses déclarations officielles au nom du président, alors que les documents sont là. Vous saviez parfaitement que ce n'était pas le cas. Pourquoi avez-vous fait ça? L'autre affaire, c'est... bon, on a appris aussi que M. Paul Manafort, maintenant, qui avait prétendu collaborer avec la justice, et dont une cour, un tribunal, sous la direction du juge Mme Amy Berman Jackson, avait dit que oui, les plaintes de la commission Mueller étaient recevables. Oui, il avait apparemment menti. Et c'est cette dame aussi, je vous le rappelle, je vous avais parlé de ça, qui avait dit que les discussions à ce sujet-là auraient lieu à huis clos, parce que des choses importantes par rapport à l'avenir de la nation sont en jeu. Il ne faut pas avoir fait la Sorbonne, comme on dit. Il ne faut pas être docteur en Sorbonne pour deviner que cette expression veut dire il s'agit de questions d'espionnage. Bon. Alors, Monsieur Roger Stone, Monsieur Manafort, oui, risque 24 ans maintenant en prison. On lui a fait comprendre qu'il a joué un jeu dangereux, c'est-à-dire qu'il a menti dans l'espoir d'obtenir un pardon de Monsieur Trump. Et on lui a fait comprendre que M. Trump n'est plus tout à fait en position de pouvoir pardonner qui que ce soit, même pas lui-même la semaine prochaine. Et donc voilà, rappel de ça. Et par rapport à M. Roger Stone, dont vous vous souvenez qu'il a protesté vigoureusement, et d'ailleurs toute l'extrême droite a protesté vigoureusement contre le fait qu'on l'avait arrêté au milieu de la nuit chez lui avec des policiers nombreux et armés, etc. Et que la déclaration du gouvernement avait été de dire que cela avait été fait parce que ce monsieur, non seulement aurait pu détruire des preuves dont il disposait, mais que ce monsieur, d'après les nouvelles qu'on avait, était prêt à essayer d'échapper, de quitter le pays clandestinement. Alors tout ça a été mis entre parenthèses par l'extrême droite qui n'a pas pris ça au sérieux, bien entendu, qui a considéré que c'était un prétexte supplémentaire pour avoir déployé l'armée, etc. Non, en fait, c'est le FBI pour arrêter M. Stone. Mais une déclaration donc avant-hier, issue de ce même tribunal de Mme Jackson, fait entendre que, à la demande de la commission Mueller, ce sera elle, le juge, qui jugera à la fois la question
de l'inculpation, si je m'en souviens, c'est de 18 fonctionnaires russes appartenant au service secret GRU de la Russie, et qui traitera aussi de la question de M. Roger Stone ultérieurement, et en particulier de ses liens éventuels avec la Russie. C'est-à-dire qu'il y a un message là aussi, que l'affaire du gouvernement russe impliqué dans une tentative réussie ou ratée d'ingérence dans la politique américaine, que ce qu'on reproche à M. Roger Stone, c'est pas simplement d'avoir menti devant une commission ici ou là, mais c'est de quelque chose qui est en rapport direct avec la tentative russe. Et il est dit dans le texte assez clairement que la commission Mueller a en sa possession des documents prouvant d'un rapport direct de M. Roger Stone avec ce qui s'est passé du côté de la Russie. Alors là, c'est aussi important. Pourquoi est-ce que c'est important, plus important que les histoires de murailles du Mexique? Eh bien, c'est parce que ça rejoint ce que moi j'avais lu immédiatement quand en juillet 2017, en juillet 2018 l'année passée, quand avait eu lieu l'inculpation de ces fonctionnaires russes, que je vous avais dit, chers amis, en lisant ce document, il est écrit, chers amis, en filigrane dans ce document, haute trahison, il est écrit qu'il y a non seulement qu'il y a collusion, qu'il y a conspiration en plus, mais qu'il y a un rapport que ce document, c'est pas mon opinion moi, que ce document parle d'une relation directe entre la Russie et l'équipe de M. Trump, sans se prononcer sur le fait de savoir s'il s'agit de M. Trump lui-même. Alors, il me reste qu'à vous parler de la journée d'hier. La journée d'hier était intéressante pour moi aussi. Je ne vais pas vous dire exactement où on m'a demandé de faire une déposition sur le revenu universel et sur mon idée de gratuité. Ce n'est pas qu'il s'agisse d'un grand mystère, mais enfin c'était une réunion privée. Vous ne tomberiez pas de votre chaise si je vous disais de qui il s'agit. Mais voilà, je respecte le cadre dans lequel on m'a dit de venir. C'était un petit cénacle. Je ne vous en ai pas parlé officiellement non plus, parce que si vous étiez venu sonner à la porte, vous n'aurez pas laissé entrer. Mais j'ai pu défendre devant des personnes qui peuvent agir en fonction de ce que j'ai dit. J'ai défendu le dossier de la gratuité par rapport à celui du revenu universel. Ce que je vous dis là vous fait comprendre qu'en haut lieu, on réfléchit sérieusement à ces choses, c'est qu'il y a une bonne chose en soi. Et dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est la fin de ma journée. J'ai dû partir du quartier où je me trouvais, qui était un quartier dans la rive droite. J'ai dû, avec ma petite valise, mais néanmoins relativement lourde, et ma grosse mallette bourrée d'ordinateurs portables et d'autres choses, et de livres que je lis en ce moment, je devais me rendre de cet endroit-là à la gare Montparnasse pour rentrer chez moi. Alors, ça a été une expérience épique, parce que, à cause des gilets jaunes, bien entendu, j'ai commencé par prendre un taxi vu mon encombrement. Ce taxi a fini par, après avoir serpenté longuement dans une grande partie de la rive droite, m'a fini par jeter l'éponge en disant « Monsieur, je vous suggère de continuer de trouver une solution par vos propres moyens », ce qui était raisonnable dans la bouche de ce taximan. Alors je suis allé en direction de rivière la Seine pour la traverser et pour me trouver de l'autre côté. Et là j'ai trouvé un autre taxi de bonne volonté qui m'a emporté et qui là s'est mis à méandrer, on ne dit pas ça, c'est de l'anglais, à faire des méandres, à rouler longuement à l'intérieur de la rive gauche pour essayer de me faire parvenir à la gare Montparnasse, ce qu'il n'est pas parvenu à faire non plus. Et il m'a là débarqué au beau milieu du boulevard de Port-Royal et en me disant qu'il me souhaitait bonne chance. Ce qui m'a conduit à marcher un bon kilomètre de concert avec à ma gauche les forces de l'ordre bien armées et à ma droite les gilets jaunes. Alors je vous dis tout de suite, si je suis là, c'est que je n'ai pas été pris à partie. J'ai bien marché sur mon trottoir.
je ne me suis pas allé me promener avec ma valise et ma grosse mallette au milieu de la manifestation, mais je me suis trouvé sur la lisière entre les deux partis qui étaient là. Et pendant ce kilomètre où nous avons marché de concert, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi en particulier à la chose suivante. Et si tout à coup, je m'étais trouvé dans une situation différente de la situation tout à fait malheureuse que je regrette, dans laquelle s'est trouvé M. Finkielkraut. J'aurais des choses à dire aussi là-dessus, mais aussi séparément, mélangeons pas tout. Je me suis trouvé dans une situation très différente, entre deux mondes qui étaient là, chacun, pour ses raisons. Et dans le cadre du fonctionnement d'une société humaine, je dirais que dans les deux cas, les raisons étaient des raisons, sinon bonnes, du moins justifiables et justifiées. Mais j'ai pensé aussi que si je m'étais soudain monté au lieu de garder ma valise à la main, si j'étais monté sur ma petite valise en criant à l'égard des gilets jaunes, je suis Paul Jorion et ceci, cela, etc. Et nous nous trouvons dans une situation comme ceci, comme cela. L'attention était suffisante pour me dire que là aussi il y aurait eu au minimum ce qu'on aurait qualifié d'ensuite d'un incident. Et c'est là-dessus que je veux terminer. C'est que je peux faire des analyses sur ce qui se passe aux États-Unis, de dire que la situation est difficile pour telle et telle raison. Mais j'habite aussi en tant que résident, je ne suis pas de nationalité, mais en tant que résident et en travaillant dans ce pays. La preuve, voilà, j'étais à Paris pour deux raisons différentes. Les jours précédents, ou même le même jour, je travaille dans le cadre de l'Université catholique de Lille. Je paye mes impôts depuis 10 ans, mes amis, en France. Nous sommes dans une société où les ambivalences, les ambiguïtés, les problèmes importants mis entre parenthèses et pas véritablement résolus, ou résolus de manière trop maladroite pour qu'on aille vers des solutions, posent des questions en soi. Voilà, je vais terminer là-dessus, j'ai déjà dit beaucoup de choses. La seule chose que je peux dire en conclusion, c'est que nous vivons une époque qui est une époque troublée et dont il n'est pas certain qu'elle sera moins troublée demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les problèmes de fond du genre humain et de la société humaine se posent aujourd'hui avec une acuité tout à fait considérable et nous avons une responsabilité. Ou bien nous repoussons ça à la poussière sous le tapis et les choses vont aller très 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 mal, ou bien nous prenons les choses à bras le corps, nous prenons le taureau par les cornes et nous essayons de résoudre ces problèmes qui sont des problèmes cruciaux. Cruciaux pas seulement même pour nous, mais pour la survie de toute forme de vie à la surface de la Terre. Alors, j'ai commencé par les vaches et les cochons, et que nous les traitions un peu mieux que nous les traitions maintenant. J'ai évoqué Unabomber, j'ai évoqué Sigmund Freud, j'ai évoqué la question de la séparation nécessaire maintenant du travail et de sa rémunération. J'ai parlé des tensions dans nos sociétés, que l'on laisse se polariser avec beaucoup d'irresponsabilité. Nous avons du pain sur la planche. Voilà, allez, à bientôt.